François Hollande réagit à la dernière vidéo de Daesh. Aucune menace ne fera douter la France. C'est ce qu'il affirme après la publication de cette mise en scène sordide des terroristes du 13 novembre. Et le président français est sur tous les fronts. Il se trouve actuellement en Inde pour boucler la vente de Rafale. Un premier accord a été trouvé, mais les deux parties ne s'entendent pas encore sur le prix. Enfin, des unités dédiées à la déradicalisation en prison. En France, 3 cellules test sont ouvertes aujourd'hui. C'est la première étape d'un projet plus global pour lutter contre l'endoctrinement dans les établissements pénitentiaires. Nouvelle tranche d'infos sur i24 News, bienvenue à vous. Pas question de céder face au terrorisme, rien ne nous effraiera. C'est la réponse de François Hollande à la dernière vidéo de Daesh, vidéo sous forme de testament macabre des terroristes du 13 novembre. Explication, Gabriel Nolin. Le titre de cette nouvelle vidéo de Daesh, « Tuez-les où que vous les rencontriez ». L'organisation de l'État islamique menace la France et les autres pays participant à la coalition contre Daesh en Syrie. Le cerveau des attentats du 13 novembre, Abdelhamid Abaoud, y prend notamment la parole. Si vous envoyez des avions de chasse pour venir bombarder les musulmans, sachez que l'État islamique vous envoie des chasseurs soif de sang de mécréants. Des chasseurs qui n'auront aucun répit pour vous égorger. Scènes d'exécution sommaire, de décapitation et hymnes appelant au djihad, mais aussi images d'archives faisant référence aux attaques terroristes de Paris. Dans cette vidéo, Daesh présente les terroristes responsables des attentats du 13 novembre. Mais ils ne sont que 9, 4 Belges, 3 Français et 2 Irakiens. Le complice présumé, Salah Abdeslam, qui a réussi à s'enfuir en Belgique au lendemain des attentats, n'est pas mentionné. Ces 9 terroristes djihadistes étaient déjà cités dans le dernier numéro de la revue de propagande d'Abik. L'Angleterre est aussi spécifiquement visée dans la vidéo. Son Premier ministre, David Cameron, est directement menacé. François Hollande, actuellement en visite en Inde, a tenu à réagir et à affirmer que la France ne céderait pas aux menaces des terroristes. Rien ne nous effraiera. Aucune menace ne fera douter la France de ce qu'elle a à faire pour le combat contre le terrorisme. Et si j'ai pris des mesures pour prolonger l'état d'urgence, c'est bien parce que je sais que cette menace est là, mais que nous ne céderons en rien, ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés. Et ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes. Merci. Quelques heures auparavant, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, avait précisé le nombre d'attentats déjoués ces derniers mois sur le sol français. Nous avons depuis le printemps dernier déjoué 6 attentats, dont un certain nombre étaient commandités par ceux qui nous ont frappés le 13 novembre, les mêmes acteurs. L'état d'urgence a été utile. Une déclaration importante à l'heure où la prolongation de l'état d'urgence fait débat dans l'Hexagone. Et c'est depuis l'Inde que François Hollande a réagi à cette vidéo de Daesh, car le président français est sur place pour la 2e journée consécutive. Une visite officielle au cours de laquelle il tente de débloquer la vente de 36 Rafale. On en parle avec vous, Johanna Citruc. Où est-ce qu'on en est ? Alors, c'est une nouvelle étape qui a été franchie donc, dans la vente des 36 Rafale français à l'Inde, puisque aujourd'hui, Paris et New Delhi ont conclu un accord intergouvernemental. Il reste encore du travail. Des aspects financiers n'ont pas encore été traités. Les deux pays doivent s'entendre sur le prix, sur le montant de ce contrat. Il devrait se situer entre 6 et 10 milliards d'euros. Et ensuite, il faudra conclure un accord commercial avec Dassault. L'avionneur français espère finaliser tout ça sous 4 semaines. D'autres investissements qui sont au programme ? Alors François Hollande a annoncé effectivement plusieurs partenariats dans le domaine de l'énergie, dans les transports, dans le développement durable. De façon générale, les deux pays veulent vraiment renforcer leurs relations économiques. Sur les 5 dernières années, les sociétés françaises ont investi en Inde plus d'1 milliard de dollars par an. Et bien, pour les 5 prochaines années, l'objectif est de doubler ce chiffre, donc d'atteindre 10 milliards de dollars d'ici fin 2020. Résultat, New Delhi va pouvoir profiter de Paris et accélérer son développement, notamment sur le plan urbain avec de nouvelles infrastructures, puisque d'ici 2022, la population indienne va dépasser la population chinoise. Mais la France a aussi ses intérêts, comme profiter du dynamisme de l'économie indienne, qui est une des plus fortes des pays émergents, puisque sa croissance est de 7,5%. Alors il y a le dynamisme de l'économie indienne, mais il y a également une autre économie qui souffre
s'ouvre au marché français, c'est l'économie iranienne. Effectivement, le 16 janvier dernier, les sanctions internationales ont été levées contre Téhéran. Ce jeudi, le président iranien, donc Hassan Rouhani, sera en déplacement à Paris. 2 nouvelles qui font le bonheur des entreprises françaises qui s'attendent donc à signer de juteux contrats. Déjà dimanche, l'Iran a annoncé un accord pour l'achat de 114 Airbus, mais ce n'est pas tout. Des négociations seraient en cours avec d'autres sociétés comme PSA. L'avantage, c'est que l'Iran, c'est un pays avec près de 80 millions d'habitants, une classe moyenne importante, donc qui consomme beaucoup, et c'est un pays qui a d'énormes besoins dans beaucoup de domaines, puisque pendant plusieurs années, en fait, l'économie iranienne a été asphyxiée par les sanctions économiques. L'inconvénient, c'est que les entreprises françaises ne sont pas les seules sur le coup. Il y a de la concurrence, mais on compte sur François Hollande pour endosser son costume de VRP. Merci Johanna Citruc. En attendant, en tout cas, Hassan Rouhani ne se trouve pas à Paris, mais bien en Italie. C'est le début de sa tournée post-levée des sanctions, une tournée européenne. Voici les images de son arrivée à Rome aujourd'hui. Hassan Rouhani, accompagné notamment de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et d'une délégation d'entrepreneurs. Il a été accueilli par le chef de la diplomatie italienne. Un entretien est prévu aujourd'hui. C'est une visite de 48 heures qui va s'achever au Vatican, où Rouhani s'entretiendra avec le pape François. Dans le reste de l'actualité, plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre, le gouvernement amplifie son action contre la radicalisation et les filières djihadistes. C'est une lutte qui passe par la casse-prison, car derrière les barreaux, le terreau est fertile aux dérives. Et à compter d'aujourd'hui, des unités dédiées à la déradicalisation vont être mises en place dans 3 prisons de France. Explication, Léa Berdugo. Lutter contre le prosélytisme islamiste, faire renoncer les détenus à des projets d'action violente, ce sont les buts des unités de déradicalisation en prison, avec un mode de fonctionnement par étapes. Premièrement, l'évaluation des détenus, une phase de diagnostic d'une durée d'1 mois. Tout est passé au peigne fin, degré de radicalité, d'imprégnation religieuse ou encore de risque de passage à l'acte. Les détenus considérés comme le plus à risque poursuivent leur détention en cellule d'isolement, ce qui présente une démarche de prise de conscience et que l'on considère sans risque de prosélytisme vont en détention ordinaire. En revanche, pour ceux qui ont besoin d'une prise en charge spécifique, direction les unités dédiées. Deuxième étape, un suivi intensif pendant 3 à 6 mois. Les détenus sont accueillis dans un quartier à l'intérieur de la prison. Ils sont en cellule individuelle. Une obligation, 6 heures de cours par semaine en partenariat avec l'Éducation nationale. Par ailleurs, un suivi renforcé des détenus est assuré par des éducateurs, psychologues et employés de l'administration pénitentiaire. Une première expérience de ce type est menée depuis 10 mois à Osny et Fleury-Mérogis. Un programme s'adresse à des volontaires. Avec ces unités dédiées, pas question de volontariat. Le programme est obligatoire. Aucune remise de peine n'est envisagée en échange de la participation des détenus. Et en ligne avec nous, une personnalité qui participe à son échelle à cette dynamique de déradicalisation des prisonniers. Le rabbin Guy Benarous, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez été victime de l'attentat de la rue des Rosiers. Aujourd'hui, vous militez pour le vivre ensemble. On parle en France de déradicalisation dans l'univers de la prison. Vous-même, vous rendez régulièrement visite à des détenus radicalisés. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message vous voulez leur faire passer? Alors, j'interviens sur 3 thèmes auprès de l'Association française des victimes du terrorisme, qui s'appelle l'AFVT. Puisque, comme vous l'avez dit, j'ai été la victime la plus jeune en France du terrorisme en France, puisque j'ai été victime de la rue des Rosiers, où j'avais été blessé par une balle qui m'avait pulvérisé ma jambe. J'interviens en prison aujourd'hui dans le cadre de conférences qui s'appellent « Si on écoutait la parole des victimes ». Et donc j'interviens avec ma kippa. Et en général, face à un public qui a environ entre 80 et 100 personnes qui viennent écouter les conférences, des fois un peu moins. Et d'abord, je leur raconte mon histoire et je leur raconte aussi le fait que je participe à un projet à Bussy-Saint-Georges, donc qui est dans l'est de Paris, pas loin du parc de Disneyland, dans une ville qui s'appelle Bussy-Saint-Georges, où cette ville a une double particularité. La première, c'est qu'elle est
jumelée avec une ville israélienne qui s'appelle Kiryat Ekron et Daliat HaKarmel, qui est une ville druze. Et le deuxième, c'est que dans cette ville, il y a une expérience unique au monde de vivre ensemble depuis plusieurs années. Alors justement, le vivre ensemble, c'est le cœur de votre message. Vous militez pour le vivre ensemble. Comment vous êtes accueillis sur place? Vous le dites, vous arrivez avec votre kippa. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous changez le destin? Comment vous espérez en tout cas changer le destin de ces détenus qui peuvent se radicaliser en prison? Alors la première chose, c'est que d'abord ils sont très surpris parce que je pense que c'est la première fois qu'ils parlent avec quelqu'un en kippa et c'est la première fois que des préjugés peuvent tomber. Et quand je dis des préjugés peuvent tomber, c'est-à-dire que des fois on me demande si je suis dans la finance ou si je suis dans les banques ou quel est mon métier. Et quand j'explique que je travaille avec des personnes âgées, que je gère des richesses bien plus importantes puisque je travaille avec des personnes âgées de différentes confessions, là il y a une espèce de silence et on me dit effectivement vous avez une approche qui est différente de ce que eux peuvent avoir comme préjugés là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois, ils parlent avec quelqu'un avec une kippa, sans aucun tabou, puisqu'on parle de tout. On tient une conférence qui dure à peu près 3 heures, donc qui est en live, hein, c'est questions-réponses. Comment vous en êtes arrivé là, Guy Benarous? Pourquoi ce combat? On l'a dit, hein, vous avez une trajectoire particulière. Vous avez été vous-même victime du terrorisme. Parce que si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de parler aux gens, si aujourd'hui on laisse les gens dans leur précaré entre guillemets, alors effectivement on arrive à des espèces de ghettos et des ghettos de la pensée dans lesquels les gens vont rester. En gros, les juifs sont les méchants, les arabes sont les gentils, les arabes sont les gentils, les juifs sont les méchants ou vice-versa. Et on va arriver dans un monde où chacun va dire « moi je vais très bien parce que le problème c'est l'autre ». Et si je considère que l'autre est mon problème, alors effectivement, j'ai un gros problème. Merci beaucoup pour cette réaction, ce témoignage sur notre antenne, Guy Benarous. On va rester en France. Une mère excédée, un président de région sur place pour une réunion de crise et un riverain qui sort son fusil pour se protéger des manifestants. Rien ne va plus. À Calais, la tension est à son comble. Les migrants sont coincés sur place et la ville suffoque. État des lieux avec Lise Barenbaum. 8 comparutions immédiates, c'est le résultat des événements de Calais. 6 migrants de nationalité afghane, soudanaise et érythréenne et 2 militants altermondialistes seront jugés lundi pour être montés illégalement sur un ferry à Calais. Ils sont poursuivis pour infraction au code des transports et s'exposent à une amende de 3 750 € et 6 mois de prison. Ils ont forcé le passage avec un objectif, monter à bord du ferry en partance pour l'Angleterre. 50 migrants ont réussi. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour les évacuer. Samedi dans la journée, ils étaient aussi 2000 manifestants venus de plusieurs pays européens pour réclamer des conditions d'accueil dignes pour les migrants. Pendant la manifestation, dans l'entrée d'un immeuble, un habitant de Calais, habitué des manifestations anti-migrants, a brandi un fusil à billes, mettant en joue brièvement les manifestants. Le rassemblement a été organisé par les No Borders, un mouvement d'ultra-gauche qui réclame l'abolition des frontières et la libre circulation des personnes. Le groupe est également à l'origine d'un tag Nique la France, apposé pendant le rassemblement sur la statue du général de Gaulle et d'Yvonne de Gaulle, érigée dans le centre-ville. Autre manifestation hier à Calais, 2000 personnes ont défilé dans les rues à l'appel des commerçants et des professionnels du port pour soutenir les emplois locaux. Le gouvernement a peut-être peur des ONG, il a peut-être peur du regard de la presse nationale, il a peut-être peur à des recours. Il n'empêche que nous avons le droit aussi de vivre comme toute collectivité, avec notre part d'humanité, mais aussi avec notre part de fermeté que je réclame à corps et à cri. Devant cette flambée de violence, la maire de Calais sera reçue par Bernard Cazeneuve le 3 février prochain. Et en attendant, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Amsterdam. Une réunion informelle pour débattre des menaces qui hantent le continent, le terrorisme et la perspective de l'effondrement de l'espace Schengen sur l'effet de la crise migratoire. Une crise migratoire qui continue de diviser l'Europe. Nouvelle preuve des limites de la solidarité européenne dans le dossier. Le Premier ministre britannique le répète, il ne veut pas entendre parler de quotas de réfugiés alors que le président de la Commission européenne a présenté un plan d'accueil à Londres. Les explications de notre correspondante Ashley Chevalier.
Face à la pression, David Cameron pourrait lâcher du lest sur la question des migrants. L'Angleterre pourrait accueillir 3000 enfants réfugiés non accompagnés. De plus, le Premier ministre est en train d'étudier cette proposition et une décision pourrait être rendue dans les prochains jours. Déjà l'an dernier, David Cameron avait annoncé l'accueil de 20 000 réfugiés syriens d'ici 2020 au Royaume-Uni. Mais depuis plusieurs mois, on lui reproche de ne pas en faire assez. Vous savez, l'opinion publique est en train de changer peu à peu. Ici, de nombreux reportages ont été diffusés sur les conditions de vie des migrants dans la jungle de Calais et les Britanniques sont de plus en plus choqués. La jungle de Calais qui est également devenue un enjeu politique en quelque sorte. Les représentants des partis politiques de tous bords s'y rendent régulièrement pour se faire leur propre idée de la situation. Et le dernier en date, c'était Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition britannique qui a déploré samedi des conditions de vie épouvantables et qui a demandé au gouvernement britannique de prendre en compte les dossiers de chaque migrant qui voudrait rejoindre l'Angleterre depuis la jungle de Calais. Seule solution, selon lui, pour que cette jungle de Calais puisse fermer. Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News, à suivre dans le journal. Alors, allez, jingle. 5 ans après, que reste-t-il de la révolution égyptienne? L'anniversaire est marqué sous la coupe d'un régime autoritaire qui a multiplié les arrestations ces derniers jours. Toute manifestation a été interdite. Un code du travail plus souple, c'est ce que souhaite Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux a remis ce lundi à Manuel Valls son rapport qui servira de base à la réforme du droit du travail. Et puis Israël a deux politiques, une pour les Palestiniens, une pour les Juifs. La déclaration a été signée d'Anne Shapiro, ambassadeur des États-Unis en Israël. Aujourd'hui, il regrette le timing de ses propos jugés inacceptables par Israël. Voilà pour le programme. Avant ça, cette information qui vient d'être autorisée à la publication. Aujourd'hui, l'arrestation date du mois de décembre. Deux sœurs jumelles palestiniennes âgées de 18 ans ont été arrêtées par l'armée israélienne. Elles sont accusées d'avoir participé à la fabrication d'explosifs en vue de préparer des attentats. Et je vous le disais dans l'actualité, cet anniversaire qui est marqué en toute discrétion, celui de la révolution en Égypte, c'était il y a 5 ans. Jour pour jour, l'Égypte basculait, la place Tahrir se remplissait de manifestants contre le régime de Moubarak. La suite, on la connaît, des années d'instabilité et de violence. Maël Benoliel. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard. Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Shalom Cohen, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Bonjour. Bonjour. Alors 5 ans après, on est encore sous un régime autoritaire en Égypte. Est-ce qu'on est retourné à la case départ?
Ça dépend du point de vue de quel angle on veut discuter ce changement. Point de vue des citoyens égyptiens, il est vrai que rien n'a changé, peut-être au contraire. Ils sont dans la même situation sous un régime militaire ou bien semi-militaire qui reflète, si on veut, un peu à l'image de l'ancien régime. Mais point de vue de l'armée, il faut dire que c'est un succès total puisque l'armée a tout fait pour que le régime de Moubarak, à mon avis, tombe pour ne pas avoir son fils Gamal Moubarak, le successeur, puisque on parlait à l'époque d'un changement népotiste du régime. Elle a encore le même pouvoir, l'armée, aujourd'hui? Pardon? Elle a encore le même pouvoir, l'armée, aujourd'hui? L'armée égyptienne, elle est, si on veut, elle est en contrôle de l'État, puisque le gouvernement égyptien, ou bien la présidence égyptienne, elle vient de l'armée. Il faut savoir qu'en Égypte, il n'y a pas une grande différence il n'y avait jamais une grande différence entre le pouvoir et l'armée, puisque tous les dirigeants, ne serait-ce que durant les dernières 50 années, depuis la révolution, enfin la chute de la monarchie, tous les présidents égyptiens sont venus de l'armée. Ils étaient des anciens généraux. Donc, pour le moment, on se trouve face à la même situation, mais point de vue du peuple, rien n'a changé, il est clair. Merci beaucoup, Shalom Cohen, pour ce décryptage. Dans le reste de l'actualité, voilà plusieurs mois qu'il planche sur le sujet. Robert Badinter remet sa copie aujourd'hui à Manuel Valls sur la refonte du Code du travail. La réforme, elle ne devrait pas toucher aux grands acquis comme le SMIC et le CDI, mais les 35 heures devraient se voir modifiées. Jonathan Serrero nous présente les grandes lignes de ce rapport. C'est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncé en 2015 par le gouvernement. Ce lundi, Robert Badinter remet à Manuel Valls un rapport qui dégage les 61 principes essentiels sur lesquels s'appuiera le nouveau Code du travail. Sa refonte est prévue d'ici fin 2017. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi, c'est l'objectif du futur Code du travail. Ce rapport est important car il montre qu'il faut sortir des postures. Il y a 5 ans, je crois, j'évoquais un peu hardiment, peut-être, la nécessité de déverrouiller les 35 heures. Et on le sait, dans ce domaine, les symboles prennent souvent le pas sur la réalité, sur ce qu'est au quotidien la vie des salariés. Car la dérogation à cette durée légale n'est plus une transgression, et depuis longtemps. Elle est même au cœur de ce qu'est notre économie et notre pacte social. Constituée au mois de novembre dernier par le Premier ministre, cette mission des sages s'est attelée à dégager les principes juridiques les plus importants. L'instigateur de l'abolition de la peine de mort a ainsi proposé de faire passer le Code du travail de 8000 à 50 articles articulés autour de 8 grands principes. Les droits fondamentaux, la formation et l'exécution, la rupture, la discipline, la durée de travail, la rémunération, le litige du travail et la défense des intérêts du salarié. Un niveau de compensation financière des heures supplémentaires figurera dans la loi, une mesure qui ferme la porte à la proposition d'Emmanuel Macron de supprimer le plancher de majoration de 10% des heures supplémentaires. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail, et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Le niveau de cette compensation sera inscrit dans le projet de loi. Et les entreprises pourront donc fixer par accord les modalités d'organisation du temps de travail sans remettre en cause la durée légale. Le rapport doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre Myriam El Khomri. Le gouvernement compte donner en 2 ans une nouvelle architecture au Code du travail sur 3 étages. Les droits fondamentaux définis par la mission Badinter, le champ ouvert aux négociations de branches ou d'entreprises et le droit applicable en l'absence d'accord.
Et on revient à présent sur la polémique autour des propos de Dan Shapiro, l'ambassadeur américain en Israël. C'était la semaine dernière lors d'une conférence sur la sécurité. L'ambassadeur critique une justice de 2 poids, 2 mesures pour les Israéliens et les Palestiniens. Des propos qui ont été jugés inacceptables par Israël. Et Eleonore Veil, aujourd'hui, il revient sur cette polémique qui tente d'éteindre l'incendie. Dan Shapiro. Alors voilà, Daniel. Dan Shapiro était l'invité ce matin de la radio militaire israélienne Galei Tzahal. Il a été interviewé par Gal Lieberman. Et là encore, sa position reste très ambiguë. Ce qu'il regrette, ce n'est pas vraiment le contenu de ses déclarations, mais le timing de ses propos. Il s'explique. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça. C'est peut-être le moment choisi qui a suscité, qui a créé cette polémique et moins ses déclarations. Voici un extrait de son interview. Je comprends que le timing n'était pas idéal, mais j'ai été invitée à présenter la politique des États-Unis et c'est tombé le jour des funérailles de Daphna Meir. Il revient sur ce quoi portait son discours, l'Iran, les attentats, le terrorisme et sur le fait qu'il a condamné les attentats, bien sûr, de Otniel et de Tekoa. Et pourquoi on parle de timing ? Eh bien parce que ces déclarations sont tombées le jour des funérailles de Daphna Meir. Vous savez, cette Israélienne qui avait été assassinée par un terroriste palestinien. Et c'est aussi peut-être pour ça que la polémique avait enflé. Donc on revient sur ce que Shapiro a dit. Il ne s'excuse pas, mais il dit qu'il regrette effectivement d'avoir fait ces déclarations ce jour-là. Et il va encore plus loin. Il parle de la responsabilité d'Israël. Et en fait, c'est peut-être là que se reflète la politique américaine. Il parle de la responsabilité dans la vague d'Israël, dans cette vague de terreur. Il dit ce n'est pas la faute seulement des Palestiniens. Et c'est là qu'on sent un tournant dans la politique américaine envers Israël. Il dit, je vous cite, la solution binationale serait la plus mauvaise alternative et plus mauvaise qu'une solution à 2 États, mais c'est vers là qu'on se dirige. Merci beaucoup pour ce décryptage, Eleonore Veil. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition sur i24 News. Rendez-vous sur notre site www.i24news.tv pour toute l'info en temps réel. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. Restez là.